Il est 18h30 en temps universel sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À présent, les titres. 2 milliards d'euros d'engagement d'aide humanitaire au Soudan, c'est l'annonce faite par Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence internationale à Paris. Crise Israël-Iran, le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi a promis lundi une riposte à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril lors d'une allocution devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne. À suivre dans votre journal. Et aux États-Unis, Donald Trump, dans un procès historique, a comparu au pénal pour des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne actrice, à quelques jours du scrutin de 2016. Le procès s'est ouvert lundi à New York. On en parle dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La communauté internationale s'est engagée le lundi 15 avril à Paris à mobiliser plus de 2 milliards d'euros d'aide au Soudan. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence internationale des donateurs. Après un an de guerre au Soudan, les principaux envoyés diplomatiques responsables de l'ONU et agences humanitaires ont par ailleurs exhorté les parties belligérantes au Soudan à mettre fin aux violations des droits et à autoriser l'accès à l'aide humanitaire. Plus de 2,1 milliards de dollars vont être mobilisés par les donateurs mondiaux pour l'aide humanitaire au Soudan. Après une année de guerre qui a poussé la population au bord de la famine, une conférence internationale a été organisée à Paris dans le but d'obtenir un soutien pour les 51 millions d'habitants du pays. Alors notre premier engagement est de soutenir les populations civiles affectées par le conflit. Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan. Avant cette conférence, nous avions 190 millions d'euros d'engagement. Nous sommes ce soir à 2 milliards d'euros pour le Soudan. Des envoyés diplomatiques de haut niveau, des fonctionnaires des Nations Unies et des organismes d'aide ont exhorté les parties belligérantes du Soudan à mettre fin aux attaques contre les civils et à autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Par cette mobilisation, notre présence à tous, c'est un message clair que nous passons aux belligérants en les appelant solennellement au respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. Nous les exhortons à instaurer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais dans le besoin. Nous appelons à la réouverture de tous les points de passage frontaliers pour permettre un acheminement et une distribution efficace de l'aide. Aucune zone ne doit rester isolée. L'accès humanitaire ne doit pas être instrumentalisé à des fins militaires. Des membres de la société civile soudanaise ont participé à la réunion de Paris, mais ni l'armée soudanaise ni les forces paramilitaires rivales n'étaient représentées. Les attaques aveugles contre des civils au Soudan pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un an après le déclenchement de la guerre entre généraux rivaux au Soudan. Guterres a réitéré ses inquiétudes face aux informations faisant état d'une escalade des troubles à El Fasher, au Darfour, une région occidentale qui abrite un quart des 48 millions d'habitants du Soudan et qui a été le théâtre d'horribles violences avec des informations faisant état de massacres ethniques massifs. Il a averti qu'une telle attaque perturberait également les opérations d'aide dans une région déjà au bord de la famine. Toujours dans l'actualité au Soudan, dans la région du Darfour, un nettoyage ethnique, selon les experts, se déroule. L'accès à la zone est impossible aux journalistes et aux enquêteurs. Dans les camps de réfugiés soudanais au Tchad, les survivants de la société civile soudanaise tentent au péril de leur vie de collecter des preuves de ces exactions. Au Soudan, Ahmed Ramis et Abdelmonem Djouzzour exerçaient comme avocats. Depuis leur arrivée au Tchad, ils arpentent inlassablement les camps de réfugiés du Wadaï pour collecter preuves et récits de victimes de manière anonyme pour protéger la sécurité des témoins.
Il y avait tellement de cadavres partout dans les rues. Alors je me suis porté volontaire auprès du Croissant Rouge pour les enterrer. On partait remplir les fosses communes quand il faisait sombre pour éviter les snipers. J'ai enterré jusqu'à 150 personnes en une seule nuit. L'ONU a déjà confirmé l'existence d'au moins 13 de ces fosses communes. Armé de simples calepins, il note chaque détail du récit de cet homme. Blessé par balle, il est resté caché toute une journée sous les cadavres de sa propre famille avant de pouvoir s'enfuir. Dans le cabinet où je travaillais, nous étions 3. Mes 2 associés, Jamel Khamis et Amal Mohammad, ont été assassinés. Si je continue ce travail aujourd'hui, c'est aussi en leur mémoire, pour qu'ils ne soient pas morts en vain. De retour à l'abri de fortune, où se réunit le collectif des avocats du Darfour Ouest. Partis sans pouvoir emporter d'ordinateur, ils recopient les données à la main sur des centaines de feuilles en papier. Ici, c'est la liste des personnes tuées, blessées ou disparues dans le Darfour Ouest. Ils dénombrent 18 000 morts et 7 000 disparus, rien que dans la région. Il faut conserver ces données pour les mettre à la disposition de la justice internationale. Si toutes les informations sont déjà prêtes, les procédures seront plus rapides. Mais il faut faire le travail en amont avant que les gens n'oublient ou que les preuves ne disparaissent. Cela fait près de 20 ans que la CPI a ouvert une enquête pour des allégations de génocide au Darfour, mais toujours pas de procès. Face à la lenteur des procédures, les avocats plaident pour la mise en place d'un tribunal spécial, comme au Rwanda. Mais ce travail n'est pas sans risque. Maître Ibrahim Souliman a, lui, cessé de se déplacer dans le camp. La frontière est ouverte et parfois certains paramilitaires des FSR viennent au Tchad sans leurs armes en se faisant passer pour des réfugiés pour se ravitailler. J'en ai déjà vu plusieurs d'entre eux au marché. C'est trop dangereux de continuer, alors je n'y vais plus. Les noms des membres du collectif circulent sur des listes de personnes à éliminer, comme l'atteste un rapport des Nations Unies. Les avocats en sont bien conscients. Si l'on nous tue, conclut-il froidement, d'autres confrères poursuivront le travail. Le Nigeria est confronté à une inflation de 33,2%, la plus élevée depuis 1996. D'après les données les plus récentes du Bureau national des statistiques, l'inflation au Nigeria a grimpé à un niveau inédit en mars à 33,20% en termes annuels, marquant le 15e mois consécutif de hausse contre 31,70% en février. Ces pressions sur les prix sont en grande partie attribuables aux réformes mises en œuvre par le président Bola Tinubu, notamment la suppression de la subvention coûteuse sur l'essence et la dévaluation à 2 reprises de la monnaie nationale, le Naira. En réponse à cette crise, le gouvernement a récemment augmenté les tarifs d'électricité pour les gros consommateurs d'énergie, distribué 42 000 tonnes de céréales telles que le maïs, le sorgho et le millet. Restons toujours dans l'actualité africaine. Au Kenya, la compagnie d'électricité promet une baisse de 13,7% du coût de l'électricité à partir du mois d'avril. Selon la société, cette réduction des factures est due au renforcement du shilling kényan par rapport au dollar américain, ainsi que par la baisse des prix du carburant. Kenya Power promet une réduction de 13,7% du coût de l'électricité à partir du mois d'avril. La compagnie d'électricité kenyane a expliqué cette baisse des factures d'électricité par le renforcement du shilling kényan par rapport au dollar américain, ainsi que par la baisse des prix du carburant. Selon la société, le coût du carburant et l'ajustement des fluctuations de change, qui constituent les principales composantes variables de la facture d'électricité, ont été réduits de 37,3% entre mars et avril 2024. Un client relevant de la tranche tarifaire Domestic Customer, qui est une personne qui consomme moins de 30 unités d'électricité par mois, paiera 629 shillings en avril 2024 contre 729
pour des unités similaires en mars 2024. Le Kenya a été confronté à une série de pannes d'électricité au niveau national. La dernière, qui date du 10 décembre 2023, a engendré un blackout dans une grande partie du pays. Il s'agissait de la 3e panne nationale en l'espace de 3 mois. Des pirates somaliens ont libéré le dimanche 14 avril le cargo MV Abdullah battant pavillon Bangladesh et ses 23 membres d'équipage après plus d'un mois de captivité. Notons que 20 assaillants armés avaient pris le contrôle du navire le 12 mars dernier alors qu'ils se rendaient à Maputo, la capitale du Mozambique, à Amria, aux Émirats arabes unis, selon Ambré, une société britannique de sécurité maritime. Un navire saisi par des pirates au large des côtes somaliennes a été libéré avec son équipage après plus d'un mois. La force de sécurité maritime de l'Union européenne a déclaré lundi que l'opération Atalanta était parvenue à faire libérer les 23 membres d'équipage du cargo MV Abdullah, battant pavillon du Bangladesh, après 32 jours de captivité. Les circonstances dans lesquelles le navire a été libéré n'ont pas été précisées dans l'immédiat. L'opération Atalanta suit le navire depuis qu'il a été arraisonné le 12 mars dans l'océan Indien, à près de 1100 km à l'est de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. 20 assaillants armés ont pris le contrôle du navire alors qu'il se rendait de Maputo, la capitale du Mozambique, à Amria, aux Émirats arabes unis, selon Ambré, une société britannique de sécurité maritime. La piraterie qui sévissait autrefois au large des côtes somaliennes a diminué après avoir atteint un pic en 2011, mais les inquiétudes concernant de nouvelles attaques se sont accrues au cours des derniers mois. La Banque mondiale a indiqué lundi dans un rapport que plus de la moitié des 75 pays les plus vulnérables de la planète ont vu leur PIB par habitant progresser moins vite que celui des pays riches sur la période de 2020 à 2024. Le rapport ajoute qu'au moins 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 90% de ce chiffre sont confrontés à la faim et à la malnutrition. Les pays en développement ont accusé encore plus de retard sur les pays développés ces 5 dernières années, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Lundi, l'institution a indiqué que plus de la moitié des 75 pays les plus vulnérables de la planète ont ainsi vu leur PIB par habitant progresser moins vite que celui des pays riches sur la période de 2020-24. Le rapport ajoute qu'au moins 25% de leur population vit sous le seuil de pauvreté et 90% de ces chiffres sont confrontés à la faim et à la malnutrition, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale préconise un renforcement entre les institutions financières internationales. L'aide aux pays en développement sera abordée à l'occasion des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale toute cette semaine à Washington. Comme annoncé en titre, crise Israël-Iran. Suite à l'attaque de l'Iran sur Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, avec plus de 300 drones et missiles balistiques lancés sur Israël, l'État hébreu promet une riposte à l'attaque massive malgré les appels de nombreux pays, y compris son allié américain, à éviter une escalade dans une région déjà endeuillée par la guerre en cours dans la bande de Gaza. Nous le ferons au moment et à l'horaire que nous choisirons. Il y aura donc une réponse israélienne envers l'Iran. Quand? C'est toute la question. Mais d'abord, l'État hébreu se félicite. L'attaque qui se dirigeait vers Israël a été déjouée presque sans pénétrer sur notre territoire. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ces actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. Pour les Américains aussi, l'attaque inédite iranienne est un échec. Les deux alliés historiques, pourtant en froid ces derniers temps, ont resserré les rangs. Soyons donc clairs. Compte tenu de l'ampleur de cette attaque, l'intention de l'Iran était clairement de causer des destructions conséquentes et faire des victimes. Si les dirigeants iraniens ont lancé autant de missiles et d'autres munitions, c'est parce qu'ils savaient qu'un grand nombre d'entre eux allaient être vaincus.
Mais l'objectif était d'en faire passer le plus possible à travers les défenses d'Israël. Sur le réseau social X, Benjamin Netanyahou a tenu à remercier ceux qui ont permis de déjouer l'attaque iranienne. Israël apprécie profondément le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays dans la mise en échec de l'attaque iranienne contre Israël. Washington dit vouloir éviter un embrasement et assure qu'Israël prendra seul sa décision de riposte. De son côté, Téhéran a déjà prévenu. Notre conseil à tous les partisans du régime sioniste criminel est d'apprécier l'acte responsable et mesuré de l'Iran et de dissuader le régime sioniste de commettre d'autres actes malveillants. Une réponse israélienne qui pourrait menacer tout le Moyen-Orient. Le conflit entre l'Iran et Israël a éclaté au grand jour au week-end du 14 avril. Il a été aussi une démonstration de la défense aérienne israélienne. Certaines interceptions de missiles balistiques iraniens ont eu lieu au-delà de l'atmosphère. Des pilotes israéliens témoignent de comment ils ont réussi à intercepter les missiles iraniens. C'est dans ces moments-là que tu sais pourquoi tu t'es engagé. C'est pour cela que nous nous sommes tellement entraînés. Ça a été l'une des nuits les plus dramatiques qu'a vécu l'État d'Israël. Une nuit couronnée d'un succès sans précédent de tous les moyens technologiques. Il y avait vraiment beaucoup de tension dans l'air. On se demande si on sera à la hauteur, ce qu'on attend de toi, de tes aptitudes et surtout l'impatience d'être assis déjà dans le cockpit, prêt à décoller. L'Iran a tiré sur Israël plus de 300 missiles, drones suicides et surtout 110 missiles balistiques. Israël a détruit la presque totalité des cibles et on avance même le chiffre de 99% de réussite. Depuis quelques jours, la tension s'amplifie et samedi soir dernier, nous avons compris que l'attaque iranienne était imminente. Ce samedi, les choses se sont précisées et nous avons été appelés à rejoindre nos escadrons. Le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite en Chine, a rencontré le président Xi Jinping. Objectif de cette rencontre de 3 jours, débutée le dimanche 14 avril et qui a pris fin ce mardi, le renforcement des liens économiques avec Pékin. Olaf Scholz a notamment exigé que des progrès soient réalisés pour améliorer l'accès au marché chinois des entreprises allemandes afin qu'elles puissent être compétitives. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'Allemagne devrait développer des relations bilatérales avec la Chine dans une perspective stratégique à long terme. Aux États-Unis, Donald Trump est devenu lundi le premier ex-président américain à comparaître au pénal dans un procès à New York. Au thème d'une première journée d'audience, Donald Trump a affirmé avoir un vrai problème avec le juge Juan Merchan qui préside les débats au tribunal de Manhattan, assurant qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable. Donald Trump est inculpé de falsification de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization, qui aurait eu pour but de cacher, sous couvert de frais juridiques, le paiement de $130 000 à Stormy Daniels, une actrice par son avocat personnel de l'époque, Michael Cohen. Un mot de sport dans ce temps d'information. La flamme qui doit brûler aux Jeux Olympiques de Paris s'est allumée ce mardi sur le site des Jeux Antiques à Olympie, dans le sud de la Grèce. Malgré un ciel nuageux qui a empêché l'éclairage traditionnel par le soleil de la flamme olympique, celle-ci s'est néanmoins enflammée à Olympie lors d'une cérémonie traditionnelle. La flamme est attendue à Marseille le 8 mai prochain pour les Jeux Olympiques de Paris. Un mot de religion pour terminer ce temps d'information. Produit par Def Mission, le long métrage Jésus, élaboré pour les sourds, a été projeté le 4 avril à Fort Worth, au Texas, aux États-Unis, dans le cadre de la Def Mission conférence pour les sourds. Dès qu'un film ou une émission de télévision utilise la langue des signes, les personnes sourdes s'y connectent immédiatement car elles font l'expérience d'une langue commune, a expliqué le réalisateur Joseph Josselin à Mediapro. Le message de l'Évangile peut changer la vie des sourds qui verront ce film, assure le cinéaste, lui-même touché par la surdité. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information réalisé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Bonsoir.